Bonjour à tous. Nous sommes ici pour évoquer une question très importante qui est celle de la protection sociale. La France consacre à peu près un tiers de sa richesse à la protection de ses habitants contre les aléas de la vie, maladie, vieillesse, chômage, charges de famille. Alors pas étonnant, évidemment, que cela génère une attente considérable de la part de nous tous envers l'État et ses gestionnaires, dont nous allons élire le premier d'entre eux dans tout juste un mois. Mais ce filet de sécurité qui nous est si familier au quotidien a aussi un coût. En dépit des quelques 400 milliards d'euros que l'État prélève sur nos salaires et nos impôts, sans compter le chômage, le système reste en déficit chronique, en dépit des politiques d'économie qui s'enchaînent. Est-ce que cette situation est vraiment soutenable sur le long terme? De plus, nos modes de vie ont changé depuis 1948 et l'invention de la sécurité sociale. Les familles se dispersent, les campagnes se vident, les vies s'allongent et le numérique vient bouleverser les habitudes. Notre système est-il encore adapté à nos besoins d'aujourd'hui et de demain? Et puis, que faire? Faut-il tout changer ou une amélioration est-elle suffisante? C'est pour répondre à toutes ces questions fondamentales et à toutes celles que vous vous posez sur l'avenir de notre protection sociale que nous allons échanger durant cette heure et demie de discussion avec les invités que Eldar Tenchourin, étudiant à Sciences Po, qui est à mes côtés, va nous présenter dans un instant. Juste le temps que je vous dise que Eldar va recueillir vos questions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les timides. Et pour les autres, nous aurons évidemment tout le temps d'un débat en direct, puisque nous devons rendre l'amphi à 18h30. Alors, on vous présentera donc Hélène Périvier un petit peu plus tard, le temps qu'elle arrive, elle doit être coincée dans les bouchons. Et Eldar, une petite présentation de nos deux invités présents. Bonjour à tous. Donc, d'une part, à l'extrême gauche de la table se trouve Jacques Bichot, qui est professeur émérite d'économie de l'université Jean Moulin. Il est également membre honoraire du Conseil économique et social. Et en tant que mathématicien économiste, ses travaux portent principalement sur l'économie monétaire, mais surtout sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie de la protection sociale, les retraites et la politique familiale. Donc, depuis 1992, il a ainsi publié pas moins de 11 ouvrages consacrés à ce sujet. Le dernier en date étant, en 2013, La mort de l'État-providence, vive les assurances sociales. Ensuite, Voilà, vous montrons. Excusez-moi, c'est La retraite en liberté. Voilà, je ferai la publicité tout à l'heure. À droite de Monsieur Bichot se trouve Dominique Libaud, donc, qui a été directeur de la Sécurité sociale de 2003 à 2012 et qui aujourd'hui dirige l'École nationale de la sécurité sociale, qui forme à Saint-Étienne les cadres des différentes caisses. Avant cela, il est notamment passé par le cabinet de Simone Veil au ministère des Affaires sociales. Et en 2015, il était notamment coordinateur national du 70e anniversaire de la sécurité sociale. Alors, oui, c'est bon. Je présenterai Madame Périvier à son arrivée. Quand elle arrivera et qu'on la fera parler, on la présentera, bien entendu. Alors, je vais commencer par vous, Dominique Libaud, parce que vous êtes au cœur de la machine, on a dit, la sécurité sociale, c'est vraiment le cœur de tout le réacteur nucléaire de la protection sociale française. Alors, en 2016, une nouvelle fois, la sécurité sociale a affiché un déficit, un peu plus de 4 milliards d'euros. La sécurité sociale, la protection sociale au sens large, ça représentait 16% du PIB dans les années 50. Ça en représente, je l'ai dit tout à l'heure, le tiers, 34%. Est-ce qu'on peut longtemps continuer comme ça, ne serait-ce que sur le plan financier ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, la sécurité sociale, d'abord, c'est effectivement dans la protection sociale une part très importante parce que les risques les plus importants dans la protection sociale en termes financiers,
C'est les risques vieillesse d'abord, 313 milliards d'euros, et le risque santé, 241 milliards. Je dis ça parce que les débats publics portent souvent sur des sujets, disons, RSA, etc., qui sont des sujets très importants sur le plan des débats publics, mais il faut bien voir que ces sujets pauvreté, exclusion sociale, c'est 20 milliards d'euros, et l'emploi lui-même 42 milliards. Donc il faut remettre les choses à leur place sur les enjeux financiers des différentes parts de la protection sociale. C'est vraiment, vous avez tout à fait raison de dire, le cœur du réacteur, enfin en termes financiers en tout cas, et donc ça veut dire que c'est ça qui concerne aussi le plus de gens, c'est santé et vieillesse. Est-ce que c'est soutenable? Alors il y a deux questions sur la soutenabilité, si j'ose dire, que vous avez bien posées. Est-ce que le déficit, est-ce que c'est soutenable de continuer des déficits année après année? Et effectivement, on a des déficits depuis beaucoup d'années. Et deuxième question, est-ce que la récurrence de ces déficits veut dire ou non que le système lui-même est soutenable? Est-ce que c'est un indice que le système en lui-même ne fonctionne pas? Et je distingue donc un petit peu les deux questions. La première, moi je suis, alors on peut tout à fait avoir des avis différents, mais je suis de ceux qui pensent que c'est évidemment pas bien du tout d'avoir des déficits récurrents chaque année depuis des années et des années. Alors, des années, oui, le dernier équilibre du régime général de la sécurité sociale, très léger, remonte à l'année 2000-2001, année de forte croissance en France et au niveau mondial, les années Strauss-Kahn, Jospin, tout ça. On est arrivé juste à l'équilibre régime général et depuis des déficits jusqu'à présent. Est-ce que... Je crois qu'il faut l'allumer. Est-ce que ce déficit, il est présent depuis quand, en fait? Depuis quand le système est en dérapage, en fait? Alors, moi, j'ai des courbes depuis 1978 et je peux vous dire que depuis 1978, il y a des déficits. Mais en réalité, la question des déficits, elle est même depuis l'origine de la sécurité sociale. Simplement, pendant très longtemps, ça a pu être résolu assez facilement. Pendant très longtemps, ça a été résolu par quoi? L'accroissement des cotisations. Pendant les années 50, 60, 70, il y avait des déficits. Non, il n'y avait pas de problème à augmenter les cotisations parce qu'on était en période de très forte croissance économique, croissance du pouvoir d'achat, donc on pouvait prélever un peu plus sur les entreprises, prélever sur les ménages, c'était accepté, donc il n'y avait pas de problème. Le sujet du déficit devient plus important lorsque on se rend compte que pour des raisons de compétitivité, on ne peut plus augmenter les cotisations sur les entreprises dans les années 80. Et puis ensuite, c'est même la progression du pouvoir d'achat des ménages qui se réduit énormément. Et enfin, troisième facteur, c'est que des fortes récessions auxquelles est confrontée la France à partir des années 90. Le premier gros déficit, c'est dans les années 90-93, où là, on tombe pour la première fois à un déficit, on était encore en francs, mais je vais exprimer en euros, de 10 milliards d'euros. Et on va donc remonter très péniblement en 2000, et puis à nouveau, on retombe en déficit juste après 2002. Pourquoi? Parce que en 2001, 2002, le déficit est construit sur quelque chose de très fragile. Certes, équilibre de la croissance des ressources et des dépenses, mais parce que, je l'ai dit, forte croissance, donc les ressources croissent de 4 à 5%. Les dépenses aussi. Quand je suis devenu directeur de la sécurité sociale en 2002, la première année, les dépenses assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, progressaient de 7,2%. Donc c'est à peu près supportable en période de très forte croissance et insupportable dans une période où la croissance est de 1 ou 2%. On est sur par exemple sur l'assurance maladie, sur plus de 200 milliards d'euros. Donc vous voyez un écart de 5 points. Ça va tout de suite dans des déficits très importants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est une fois qu'on est arrivé à un déficit de 10 milliards d'euros sur la sécurité sociale, ce qui a été le cas donc en 93, à nouveau en 2002, et puis en 2000. Avec la crise financière 2008-2010, on est tombé même jusqu'à 24 milliards d'euros de déficit en 2010. Et aujourd'hui, on est à 4 milliards, vous l'avez dit, sur le régime général. Alors, que veut dire toute cette séquence? À la fois, ce qui n'est pas bien, c'est du déficit continuel. Pourquoi c'est pas bien? Parce que, d'une part, on accumule quand même de la dette, et aujourd'hui, on consacre 17 milliards d'euros chaque année à financer la dette. Elle est de combien, cette dette aujourd'hui? La dette transférée, donc on a créé une caisse spéciale, qui s'appelle la CADES. Voilà. On transfère la dette. Et alors, ce qui est
plutôt vertueux, c'est qu'on ne rembourse pas seulement les intérêts, mais le principal. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien d'essayer d'éteindre cette dette sociale. J'y reviendrai peut-être. Et on consacre 17 milliards d'euros. Il y a plus de 200 et quelques milliards d'euros qui ont été transmis, transmis à la CADES avec ces déficits accumulés. Donc ça crée effectivement cette charge financière qui fait que on ne dépense pas pour l'avenir. Ces 17 milliards, c'est à peu près le montant. Je parle sous le contrôle de Jacques Bichot parce que je vais parler quelque chose qu'il connaît mieux que moi. Mais aujourd'hui, les allocations familiales, les seules allocations familiales, je ne parle pas de l'ensemble des prestations familiales, mais c'est à peu près ça. C'est 17-18 milliards d'euros. Donc, oui, c'est très important de consacrer la même chose simplement au remboursement de la dette qu'au montant des allocations familiales. Donc ça, c'est le premier ennui. Le deuxième, c'est que je pense que ça accrédite la confiance dans le système, évidemment, est minée un peu de ce fait. Et les jeunes, notamment, à juste titre, peuvent se dire bon, mais est-ce qu'on aura, par exemple, des retraites? Est-ce que le système est durable, etc. Donc, je pense que c'est pas sain. Mais ce qu'il faut dire, alors, c'est que malgré tout, qu'on analyse de plus près les choses, il y a des facteurs, entre guillemets, d'optimisme dans le système. Pourquoi? Je disais, on a été 24 milliards d'euros donc en 2010. On est aujourd'hui à 4 milliards. Eh bien, cette réduction du déficit, dans une période de croissance très faible, parce que vous savez, entre 2010 et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France ait bénéficié d'une croissance très forte. Ça veut dire que pendant presque 10 ans, sur une décennie, on arrive, année après année, à ce que chaque année, la croissance des dépenses du système soit inférieure à la croissance des recettes, même en période faible. C'est assez vertueux d'arriver à réduire le déficit dans cette période-là. Je rappelle que alors, une chose très bête, mais comment se crée un déficit? Un déficit se crée lorsque vous étiez à l'équilibre, tant de croissance de dépenses et des recettes, et puis tout d'un coup, la croissance des dépenses devient supérieure à la croissance des recettes. Donc là, vous créez votre déséquilibre. Mais le jour où vous revenez à une croissance équilibrée des dépenses et des recettes, 2% par exemple pour les uns et les autres, vous ne revenez pas à l'équilibre du système. Vous stabilisez simplement le solde à l'endroit où vous l'avez trouvé. Si vous arrivez, vous êtes passé de 0 à moins 10 milliards d'euros, et que l'année à moins 10 milliards, vous arrivez enfin à stabiliser la croissance des dépenses et des recettes, vous êtes toujours à moins 10. C'est pour ça que c'est si compliqué de revenir à l'équilibre sur un système social qui est presque un tiers de la richesse nationale, parce qu'il n'y a pas de bonne solution. On ne peut pas dire que c'est le gouvernement qui aurait, dans cette situation, une fois qu'on est à moins 10, mal agi. Pourquoi je dis ça? Parce que soit vous dites « Ah bah je serre énormément les prestations, ou j'augmente les cotisations », peu importe, ça a des effets quoi? Ça a des effets récessifs sur la croissance. Quand vous prenez à ce moment-là des milliards d'euros, et ça va avoir un effet, et vous n'aurez pas l'impact que vous voulez. Donc c'est très compliqué, donc c'est forcément progressif de revenir à l'équilibre lorsqu'on est à moins 10. Donc le problème, pour moi d'ailleurs, je pense que le sujet c'est de ne pas arriver à moins 10. Le tort en revanche des pouvoirs publics, c'est souvent de prendre les choses trop tard, et de prendre la situation quand est trop dégradée. Et là, c'est très, très compliqué, effectivement, de revenir. Mais, donc, je constate qu'on était à moins 24, on est à moins 4. Ça veut dire que pendant des années, on arrive petit à petit à voir, ça veut dire que pendant toutes ces années, on a une croissance des dépenses inférieure à la croissance des ressources, dans une période pas bonne. Donc on a un déficit qui... Donc un déficit hérité. On a un déficit hérité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un déficit, c'est très difficile. Voilà. On a un déficit hérité, donc qui n'est pas bon, qui n'est pas sain du tout, mais voilà, on peut s'en sortir. Je veux dire, il n'est pas signe pour moi que le système n'est pas viable. Si en 2010 on n'était pas à moins 24... Ça ne compte pas les 17 milliards de remboursement de la dette. Alors, les 17 milliards de remboursement de la dette, ils sont gérés par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a 17 milliards d'euros qui sont à côté, et la dette, on la rembourse. Actuellement, d'après les prévisions, mais assez solides, de la CADES, du gouvernement et tout ça, on pourrait éteindre la dette sociale en 2024. Avec les 17 milliards d'euros, vu les montants transférés, chaque année, tout ça, on a une perspective réelle d'éteindre la dette sociale en 2024. Et ce jour-là, si on y arrive, on récupère 17 milliards d'euros, dont on peut faire ce qu'on veut, ce qu'en font les pouvoirs publics, soit s'ils souhaitent des baisses de charges, soit des prestations sociales, soit etc. C'est finalement mieux que la SNCF. En tout cas, on a une perspective. Ça que je veux dire, c'est qu'on n'est pas comme l'État, dans sa gestion de dette, il gère justement le remboursement des intérêts. Il n'y a pas une perspective d'extinction de la dette de l'État. La SNCF est effectivement dans une situation aussi compliquée. La Sécu, on a une perspective réelle d'extinction de la dette sociale. D'accord. Donc c'est pas vraiment on peut pas dire que c'est un mur infranchissable, parce que l'autre partie du raisonnement, c'est de dire c'est déjà un
tiers de la richesse nationale. On va pas encore augmenter, parce que tout ça s'est prélevé évidemment sur le niveau de vie des Français, ou celui des entreprises d'ailleurs. Est-ce que finalement, un tiers de la richesse nationale, c'est un peu le maximum? Est-ce qu'il y a des pays où carrément la moitié de la richesse... Non, on est au sommet. Enfin, les statistiques européenne et celle de l'OCDE, puisque donc l'Europe, on reviendra peut-être, enfin disons, on ne peut pas dire que ça soit absolument génial sur le plan social, hein, mais en tout cas, elle mérite, elle a permis d'harmoniser les statistiques européennes, ouais. et donc on a des comparaisons relativement fiables, et la France, effectivement, vous le savez, est plutôt en tête des dépenses de protection sociale. Et d'ailleurs, mais en termes de poids dans le PIB, c'est... En poids dans le PIB. En poids dans le PIB. Par rapport aux autres ? Par rapport aux autres, elle est plutôt plus élevé au niveau du Danemark. On est à peu près au sommet avec le Danemark en termes de dépenses de protection sociale. Le fait de revenir à l'équilibre ne résout pas en même temps cette question qui est: est-ce que c'est justifié de dépenser autant pour la protection sociale? C'est une deuxième question qui est tout à fait aussi pertinente. Enfin, dans un débat public, démocratique, ça me semble tout à fait logique. Alors ensuite, la réponse est plus compliquée, mais il faut voir qu'évidemment, dans des taux de dépenses sociales dans les différents pays, évidemment, le contenu de la protection sociale n'est pas identique. Et je pense que le vrai sujet, c'est de regarder, grosso modo, alors pour faire un peu trivial, excusez-moi, est-ce qu'on en a pour son argent? Est-ce que globalement, ce qu'on met dedans, en termes de santé, d'assurance maladie, en termes de retraite, de politique familiale, est pertinent, adéquat aux problèmes d'aujourd'hui de la société française? Est-ce qu'il répond ou pas aux besoins? Et question aussi, est-ce que aussi, il est créateur ou non de richesse? Est-ce qu'il permet, enfin richesse au sens de la société, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il permet... Il satisfait les besoins. Non seulement il satisfait les besoins, mais alors je vais venir tout de suite à une vraie question. C'est-à-dire que vous avez parlé du fait que c'est un système protection, réparateur, etc. C'est vrai, la protection sociale au départ, c'est considéré comme... Je suis là pour réparer quand ça va mal. Pour faire simple, il y a une prestation monétaire quand ça va mal, on est malade, on ne peut plus avoir un salaire parce qu'on est trop âgé, etc. On est au chômage. Voilà. Donc, ça va mal, prestation monétaire. Il y a une conception émergente de la protection sociale qui est en devenir, qui est encore en partie en construction, qui est plus large, qui est de dire, finalement, la protection sociale, c'est l'accompagnement du développement du capital humain de la nation, de la naissance jusqu'à la perte d'autonomie. C'est aider les familles à avoir des enfants, qui est utile, je ne pense pas que Jacques Bichot me démentira, pour le renouvellement des générations, pour le fait d'avoir des équilibres démographiques effectivement soutenables pour la... C'est aussi un investissement dans l'avenir. C'est un investissement pour l'avenir. Gérer le capital santé, ne pas être simplement sur réparer lorsqu'on est malade, mais accompagner et gérer le capital santé, et notamment c'est tout l'aspect prévention, c'est extrêmement important pour une société. Préserver l'autonomie le plus longtemps possible, c'est important pour une société. Et donc, voilà, il y a un regard, entre guillemets, charge, et qui a une part de réalité, bien sûr, dans la protection sociale, coût, mais il y a un regard aussi, ce qu'elle apporte, mais pas seulement au niveau social, au niveau solidarité, même si c'est absolument fondamental et très important. Et je pense que ce sujet, y compris pour la cohésion sociale d'une nation, pour ce qui fait même la République, je pense que la protection sociale, au moins pour moi aujourd'hui, est au cœur, cette question de partage, de dire les droits fondamentaux qu'il y a au sein d'une société, c'est au cœur de ce qu'est une République, on ne le dit pas assez, mais je pense qu'au-delà de ça, effectivement, on est sur un plan purement économique, oui, ça apporte aussi des choses et qu'il faut valoriser, mais sans doute aussi construire encore mieux dans les années à venir. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficacité du système? Vous dites finalement, oui, c'est très cher, mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est bien adapté à nos besoins actuels? Il était peut-être très adapté aux besoins dans des années 60. Est-ce qu'il a bien suivi l'évolution? Si Hélène Périvier nous rejoint, elle nous parlera un peu de la famille, justement. On sait bien que la démographie change la donne, notamment sur les retraites, évidemment, puisqu'il y a plus de personnes âgées, mais aussi avec la montée des divorces et donc l'éclatement des familles, mais aussi avec le développement des maladies chroniques, etc. Donc, est-ce que le système, aujourd'hui, compte tenu de l'investissement qu'on y met, il correspond aux besoins actuels?
Alors, vaste débat, et je pense que là, on aura peut-être des points d'éclairage différents pour être avec Jacques Bichot et Hélène Parivier, si on nous rejoint, moi. Bon, évidemment, il y a des forces et des faiblesses, et selon le point de vue qu'on a, on va insister sur ce qui va bien ou sur ce qui va mal. Je pense que mon rôle, enfin, c'est aussi ce que je pense, c'est plutôt de dire aussi qu'il y a des choses qui vont bien. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas forcément sur des ruptures radicales, parce que je pense qu'il faut aussi voir ce qui fonctionne pas si mal que ça dans le système. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels aujourd'hui, dans une deuxième partie, on verra effectivement qu'est-ce qu'on peut proposer pour l'avenir, comment il faut réformer le système, mais sur le constat qu'on fait aujourd'hui... Les points positifs, pour faire simple, rapidement. Ouais. Politique familiale, et encore une fois, on aura sans doute débat avec Jacques Bichot, mais quand même rappeler que la France est un des seuls pays qui a un taux de renouvellement de ses générations à peu près Donc correct. on peut supposer qu'elle est efficace. On peut penser qu'il y a un rapport, même si c'est compliqué, entre cette politique familiale, sachant que cette politique familiale n'a pas simplement ça pour objet, mais aussi des objectifs de lutte contre la pauvreté chez les familles. Et là, on a certainement des progrès à faire, je le dis tout de suite. Enfin, il y a un vrai sujet, notamment d'enfants pauvres, etc. Mais politique familiale... Quand même, beaucoup de pays viennent en France sans arrêt pour voir ce qu'on a fait. Et notamment, on a progressé sur le fait, je parlais de fait qu'on n'était pas simplement sur des prestations monétaires. On a beaucoup élargi la gamme. D'abord pour satisfaire différents types de familles. Il faut voir que la politique familiale française, justement, je crois qu'un de ses mérites, c'est qu'elle n'était pas... Elle n'était pas axée sur un modèle de famille en disant c'est ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Et elle a autorisé une certaine liberté dans les stratégies familiales, se marier, pas se marier. D'accord, donc ça fonctionne à peu près. Et ça, je trouve que ça a plutôt fonctionné. Sur la santé, très rapidement, sur l'assurance maladie, les points forts, on les connaît, c'est-à-dire que le système curatif fonctionne assez bien, notamment l'espérance de vie à 65 ans est la plus forte au monde, quasiment. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint 65 ans, c'est l'espérance de vie à 65 ans, ça mesure ça, vous avez une très forte espérance de vie. L'espérance de vie générale, on le sait, est très bonne pour les femmes, mais moins bonne pour les hommes. Et donc, on connaît tous les faiblesses du système. En revanche, c'est justement la prévention. C'est effectivement, il reste une mortalité évitable, une mortalité précoce relativement forte en France, notamment chez les hommes, liée au risque tabac, au risque alcool et un peu au suicide. Voilà. Bon, pour faire très simple, mais donc on voit les axes de progrès, mais globalement, et sur l'accès aux soins, là aussi, parce que enfin, moi, je pense que dans un jugement global, je pense que c'est fondamental, c'est est-ce qu'on garantit à chacun les mêmes chances, etc. Le système, globalement, permet quand même, et il suffit de se déplacer, d'être expatrié pour voir que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, même voisins, à tout le monde de pouvoir accès à des soins de qualité. En revanche, on a énormément d'efforts à faire justement sur la prévention. Par exemple, quand on fait de la prévention, même du dépistage gratuit, enfin, il est tout à fait frappant de voir que c'est les gens les plus éduqués qui y vont et qu'on arrive plus difficilement à toucher les gens qui en ont le plus besoin. Donc on a encore beaucoup de sujets à faire et on voit que les écarts d'espérance de vie, en revanche, demeurent entre, par exemple, les ouvriers et les cadres supérieurs. Donc ça, c'est un aspect, je pense, un peu insatisfaisant du système. Et sur la retraite, pour être très rapidement, la France aujourd'hui est un des rares pays au monde qui arrive à globalement à maintenir une parité de niveau de vie entre les retraités et les actifs. On a aujourd'hui globalement en moyenne, je suis aussi imprudent, mais une parité de niveau de vie à retraités actifs, alors que dans la plupart des pays, là encore voisins, en Angleterre, en Allemagne, la retraite, ça veut dire en moyenne, vous perdez du pouvoir d'achat, tout simple. Voilà, faut le savoir. Alors ensuite, on a encore aussi, je le dis, des sujets de retraités en difficulté, enfin avec les petites retraites, il y en a, c'est pas énorme, etc. Donc voilà, ça, je suis bien aussi conscient du sujet. Ensuite, il y a un autre sujet sur la retraite, on le sait, c'est le système, les, entre guillemets, inéquité ou diversité de systèmes de retraite. Autant on a progressé sur l'universalité, sur la politique familiale, sur l'assurance maladie, autant la retraite, mais il faut pondérer aussi ce jugement, on a une diversité, disons, qui subsiste. Voilà, pour faire très, très schématiquement, le fait aussi d'avoir ces éléments ne dit pas, est-ce qu'on est prêt pour, par exemple, la nouvelle économie, sur le numérique et tout ça, tous ces défis-là, ça c'est aussi des vraies questions. Et je dirais là aussi qu'on a des atouts, des limites. Les atouts, c'est
Et quand on regarde par rapport à d'autres pays, je le dis, on est assez universalisé sur la maladie, c'est la famille. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop de problèmes de discontinuité de la protection maladie ou famille parce que vous changez d'un emploi à un autre, vous devenez chômeur. Aujourd'hui, vous êtes assez protégé et avec une continuité de droit. Le chômage, les interruptions d'activité ne sont pas, du point de vue de la maladie ou de la famille, un sujet de rupture de droit. Alors qu'encore une fois, c'est le cas dans beaucoup de pays où c'est beaucoup plus associé à l'activité professionnelle. La retraite, on a un peu plus de problèmes à faire le lien, mais enfin, il y a une continuité aussi. Vous avez validation des droits pour les chômeurs, etc. Bon, la multiplicité des régimes fait que c'est un peu compliqué, mais voilà. Mais en revanche, on doit pouvoir faire plus simple. Et puis il y a l'émergence de nouveaux problèmes avec ce fameux sujet, par exemple, des collaborateurs des plateformes collaboratives qui sont sous forme auto-entrepreneurs avec une forte précarité, avec un donneur d'ordre qui est souvent unique et tous les problèmes nouveaux que ça pose. Et ça repose un certain nombre de questions, y compris des protections accidents du travail pour les livreurs à vélo, y compris des protections contre la précarité de ces emplois qu'il faut certainement prendre en compte avec un sujet, et j'en termine. Je pense aussi que ça repose tous ces sujets. Enfin, il y a une question qui revient régulièrement, qui n'est pas incongrue, qui est de dire on dépense beaucoup pour la retraite. Je l'ai dit, effectivement, donc pour les seniors, est-ce qu'on fait assez pour les jeunes? Enfin, pour faire simple, j'ai dit qu'on faisait de la politique familiale. On sait que les jeunes, il y a quand même aussi des vrais sujets d'intégration dans la société au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est des questions qui interrogent un système de protection sociale. Voilà. Bon. Merci Dominique Libaud. Alors, je me tourne vers vous, Jacques Bichot. Est-ce que vous... Alors, d'abord sur l'aspect financier dont on parlait, on ne peut pas continuer de cette façon éternellement. En même temps, on voit que ça s'améliore, mais enfin, ça s'améliore un peu à la française, c'est-à-dire à petits pas et de façon un peu fragile sur le futur. Alors, quel est, vous, votre diagnostic sur l'état financier du système ? Le premier diagnostic, c'est le fait qu'on ne connaît pas la situation réelle du système de protection sociale et plus particulièrement de la sécurité sociale. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un système de vases communicants entre les finances de l'État et les finances de la sécurité sociale. La sécurité sociale ne tire qu'à peu près 2/3 de ses recettes des cotisations, donc des recettes qui lui sont propres, et elle en tire une grande partie des subventions de l'État, subventions éventuellement déguisées en cotisations. C'est le cas par exemple pour les fonctionnaires. Il faut savoir que pour les fonctionnaires, on a des taux de cotisation de l'ordre de 75% pour les fonctionnaires civils et de l'ordre de 125% pour les militaires. Ce sont évidemment des subventions déguisées. Donc il y a des jeux de vases communicants entre les finances de l'État et celles de la sécurité sociale. Il y a tout ce qu'on appelle les ITAF, les impôts et taxes affectés, qui peuvent être augmentés ad libitum ou diminués de la même manière, comme on le voudra. C'est parfaitement arbitraire. Il n'y a aucune logique véritable dans l'affectation de telle ou telle taxe à la sécurité sociale, et par conséquent, on peut faire apparaître le déficit au choix, ou bien plutôt dans les comptes de l'État, ou bien plutôt dans les comptes de la sécurité sociale. En réalité, la seule chose qui soit véritablement significative, c'est la somme des déficits de l'institution sécurité sociale et de l'État. Donc voilà un premier point qui... Est-ce qu'on a une estimation justement de cette globalité? Alors là, parce que les 34% dont on parle, qui représentent donc l'engagement de protection sociale, est-ce que ça recouvre vraiment tout, ou est-ce qu'il y a encore d'autres dépenses cachées en quelque sorte? Oui, il y a bien sûr des dépenses cachées, puisque si on regarde notre Constitution, on constate que les comptes des administrations publiques devraient être véritables et sincères, et ça n'est évidemment pas le cas, parce qu'on a un certain nombre de dépenses qui sont engagées dans les exercices, par exemple l'exercice actuel, 2017, et puis qui seront en fait déboursées dans longtemps, dans une logique comptable qui affecte les dépenses à l'exercice où elles ont été engagées. Ces sommes devraient être considérées comme des dépenses, elles créent des dettes
pour l'exercice en question. Or, ça n'est pas le cas. Je vais prendre un cas simple. Vous prenez un de nos militaires qui est envoyé en Afghanistan ou au Mali et dont les retraites vont être comptées double pour les années qu'il passe sur le terrain. Il pourra partir plus tôt en plus, c'est ça, non? Oui, il y a aussi cet aspect-là des choses. Donc, c'est très bien, il risque sa vie, c'est normal qu'il ait un certain nombre de compensations. En revanche, les sommes en question sont bien engagées au moment où il est au Mali. Et ça devrait apparaître dans le compte des opérations extérieures, le fameux compte OPEX, qui d'ailleurs est un des plus obscurs de la comptabilité de l'État. Il est systématiquement, depuis plus de 10 ans, présenté au niveau de la loi de finances comme étant à l'équilibre, bien sûr, mais en réalité, on s'aperçoit qu'en exercice, les dépenses ont été 50% supérieures, voire davantage. Donc, on a disons, des accommodements qui se réalisent régulièrement par rapport à une comptabilité véritable et solide, une comptabilité sur laquelle on pourrait vraiment se baser pour faire des appréciations et surtout pour prendre des mesures pour l'avenir. Nous n'avons pas, dans l'état actuel des choses, un système de sécurité sociale qui ait une indépendance par rapport à l'État suffisante pour que l'on puisse savoir où l'on en est exactement. Il en va de même pour les différents régimes entre eux, car on fait apparaître au choix les déficits dans une branche ou dans l'autre de la sécurité sociale. Il suffit, par exemple, d'affecter à la branche famille certaines portions des dépenses de retraite pour que le déficit passe de la branche retraite à la branche famille. Donc, on a là encore des systèmes de vases communicants qui font qu'il n'y a pas de véritable responsabilité financière de chaque branche. Chaque branche est en fait, comme la sécurité sociale dans son ensemble, à la merci de décisions politiques qui voudront faire apparaître le déficit à un endroit ou à un autre et éventuellement des excédents à un endroit ou à un autre. Donc c'est, me semble-t-il, une erreur qui devrait être corrigée si l'on voulait avoir une gestion convenable de la sécurité sociale. Et alors, puisqu'on en arrive au problème de gestion, j'aimerais rebondir sur ce que notre animateur a dit dans les tout premiers mots de sa présentation, à savoir que nous allions élire le premier des gestionnaires de la sécurité sociale. Et alors ça, c'est formidable de vérité, et en même temps, c'est attristant au plus haut point. C'est formidable de vérité parce qu'il est vrai que les gestionnaires de la sécurité sociale, ce sont le gouvernement, le responsable principal de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, et le Parlement. C'est épouvantable parce que si c'est le Parlement et le gouvernement et le président de la République qui décident les choses en matière de sécurité sociale, il n'y a plus de gestionnaires. Les gestionnaires sont totalement court-circuités. D'ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée chaque année, et l'ONDAM dont vous parliez tout à l'heure, donc les dépenses d'assurance maladie qui sont décidées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, tout cela, c'est le Parlement qui le vote, sous le contrôle du gouvernement, si je puis dire, puisque le 49.3 est là pour obliger à voter le projet de loi de financement si il ne l'était pas spontanément par les députés. Donc, on a une gestion qui est imposée par les pouvoirs publics. Il n'y a pas d'autonomie de la gestion au niveau de la sécurité sociale. Et ensuite, eh bien, est-ce que le Parlement va se punir lui-même si la gestion est mauvaise? Ça serait assez invraisemblable, n'est-ce pas? Donc, en fait, les gestionnaires, bon, ils font ce qu'ils peuvent, et je pense que généralement, ils font bien leur travail. Je ne critique pas l'action des gestionnaires, mais si d'aventure, ils ne faisaient pas ce qu'il faut, s'ils avaient une véritable liberté, on pourrait
leur dire « Monsieur ou Madame, vous n'avez pas géré correctement, veuillez abandonner votre place à quelqu'un qui fera mieux ». Tandis que là, on ne va pas dire à nos centaines de parlementaires « Vous avez voté une loi complètement idiote, dégagez ». Alors on peut le dire au moment des élections, mais c'est quand même un peu brutal parce qu'il y a bien d'autres sujets qui interviennent en matière électorale. Ce n'est pas évidemment uniquement sur la gestion de sécurité sociale et la loi de financement de la sécurité sociale qu'on va juger les parlementaires et le président de la République. Alors, le deuxième sujet dont on parlait à l'instant, c'est l'efficacité du système. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, avec tout cet argent qu'on dépense, donc vous dites qu'effectivement on ne sait pas trop, mais enfin, il y a quand même des éléments positifs, on a quand même des hôpitaux qui fonctionnent et des retraites qui sont versées. Est-ce que, selon vous, en dehors de cet aspect gestionnaire et financier, est-ce que le système est encore adapté aux besoins actuels ? Eh bien, nous avons incontestablement une bonne sécurité sociale que pas mal de pays et par le monde nous envient. On ne va pas cracher dans la soupe et dire que ce que nous avons est zéro. En revanche, il est clair que nous pourrions faire mieux dans un certain nombre de domaines. Alors, on nous a dit qu'on aura une partie tout à l'heure pour les réformes possibles. Le système actuel donne une protection importante et de bonne qualité aux Français. Ça, tout le monde, je crois, est à peu près d'accord, sauf vraiment les grincheux à l'état exacerbé. Mais en revanche, on pourrait obtenir des résultats à moindre coût si les décisions requises étaient prises. On parlait tout à l'heure, Dominique Libaud parlait des problèmes posés par la multiplicité des régimes. Eh bien, prenons les retraites, tout simplement. C'est là où cette multiplicité est la plus apparente. Il y a aussi une multiplicité au niveau de la maladie, mais c'est moins important. Et la plus sensible aussi, celle des retraites. Et voilà, tout à fait. Et il est clair que si on avait un système de retraite unifié, un seul régime et non pas 3 douzaines, nous ferions des économies de gestion considérables. Je les évalue aux environs de 3 milliards, mais peut-être avez-vous d'autres évaluations en la matière. En tout cas, elles sont loin d'être négligeables. Alors, ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut faire, bien sûr, une fusion des régimes de protection sociale. Il y a des raisons encore plus importantes que ces 3 milliards d'économies, mais c'en est une. Et il y a d'autres domaines où, de la même façon, on pourrait faire des économies sensibles en améliorant la gestion, des économies et également des améliorations du service. Parce que si la Cour des comptes trouve qu'il y a 7% d'erreurs dans les liquidations de retraite, il y a quelques années, quand elle refusait de certifier les comptes d'un certain nombre de régimes de retraite, dont le régime général, elle avait trouvé 10%. Donc ça s'améliore aussi. Ça s'améliore, c'est un progrès, il faut déjà le souligner, c'est intéressant. Mais il reste quand même 7%. Pourquoi y a-t-il ces 7%? Bon, il peut y avoir quelques agents qui font mal leur travail, mais ce n'est pas ça la raison numéro 1. La raison numéro 1, c'est la complication extrême du système. Le nombre de documents qu'il faut accumuler pour réussir à faire une liquidation correcte. Et des documents qui ne sont pas toujours en la possession des agents ou qui leur ont été transmis de manière tronquée, etc. Donc, si nous avions un système qui fonctionne de manière simple, correcte, avec des points qui sont accumulés chaque année, comme c'est le cas dans l'ARCO et à la GIRC, on n'aurait pas tous ces taux énormes d'erreurs de gestion. Il faut, je pense, pour améliorer la qualité de notre service, faire un certain nombre de changements qui ne sont pas des changements absolument impossibles, mais qui ne sont pas non plus des changements faciles, il faut bien le dire. D'accord. Alors, Dominique Libaud, d'abord peut-être une petite réaction par rapport à ce que dit
Oui. à ce que dit Jacques Bichot. Les comptes, finalement, ne sont pas vraiment sincères, puisque l'État les manipule comme il veut, en prenant dans une poche, en jouant effectivement sur tout ce qui est retraite publique et sur laquelle il a la main. Alors est-ce qu'il faut quand même croire les comptes de la Sécu? Oui, il faut croire les comptes de la Sécu. Donc, je ne suis pas totalement d'accord, mais je vais dire pourquoi, même si derrière, il y a une vraie question, évidemment, que soulève Jacques Bichot, mais je suis pas parce que derrière sa question, il y a une question de compte, mais il y a une question de gouvernance aussi. Hein, il y a deux questions. Et gouvernance, c'est vrai. Alors, je vais commencer par ça. Je pense, mais que implicitement, vous l'avez pas dit explicitement, mais on pourrait effectivement souhaiter une sécurité sociale totalement séparés de l'État, avec des gestionnaires qui décident de façon autonome dans des régimes, etc. Et du reste, c'était un peu certains régimes, certains pays, et même en 1945, c'était un peu ambigu. C'était un peu ça qui voulait être reconstruit. À l'inverse, donc ça, c'est un système, la sécurité sociale, qui vivrait à côté de l'État. L'État s'en occupe le peu. À l'inverse, on a des systèmes où la sécurité sociale est quasiment totalement dans l'État, dans le budget de l'État. Dans le budget de l'État. Par exemple, en Angleterre, le budget de l'assurance maladie est complètement fondu avec le budget d'une NHS qui est dans le budget de l'État. Il n'y a pas de budget de sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'a choisi la France dans le système actuel? Alors, il faut voir qu'il y a quand même beaucoup de motifs qui font que on est passé d'une gestion plutôt professionnelle vers quelque chose qui est effectivement piloté par l'État. Alors, certains peuvent le regretter et tout ça, et ça pose pas de question. Mais pourquoi? D'une part, parce qu'il y a l'idée de les droits et les cotisations, ça serait bien qu'ils soient pas effectivement par statut, par régime professionnel, etc., mais qu'il y ait une certaine égalité et une continuité de droits. Et si vous créez plein de gestionnaires, ils créent chacun leur système, etc. Et le système est extrêmement complexe. Si en retraite, le système aujourd'hui est encore complexe, c'est parce qu'on est héritier de cette gestion de droits qui ont été faits ici, à droite, à gauche, etc. Donc il faut savoir, voilà, il y a un choix, effectivement, si on veut plus d'universalité, eh bien, on va tomber vers la question de la légitimité de qui peut piloter ça. Et vous n'avez rien trouvé d'autre en démocratie que l'État. Les partenaires sociaux sont parfaitement légitimes sur des systèmes professionnels. Mais plus vous évoluez vers un système professionnel, vers un système universel, plus il est normal que vous allez tomber sur l'État. Par ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle l'Europe, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ça, c'est du prélevé obligatoire, des dépenses publiques obligatoires. Il se trouve que les États sont comptables, on peut le regretter ou non, mais enfin c'est comme ça vis-à-vis de l'Europe, des décisions, et donc ils doivent justifier. Troisième sujet, ces masses financières, elles sont énormes, ce qui veut dire qu'il y a une interdépendance entre les sujets de sécurité sociale et d'autres sujets qu'ont à traiter les pouvoirs publics, l'emploi, la compétitivité de l'économie, etc. Et que ces sujets ne sont pas illégitimes. Alors, qui le traite bien ou mal, ça c'est une autre question, mais qu'on puisse dire, est-ce qu'on peut traiter aujourd'hui ces sujets de protection sociale, de charges sociales, de financement, sans penser à l'impact sur d'autres éléments? C'est quand même très, très compliqué. C'est pour ça que tous ces éléments effectivement, poussent effectivement vers un pilotage par l'État. Alors en revanche, ce qu'a fait la France, et ce qui n'était pas si évident que ça, c'est de garder une forte identité au sujet de sécurité sociale dans ce pilotage. Et notamment, on a créé ce qu'on appelle des lois de financement de la sécurité sociale. Et ça, c'est quand même, on est quasiment le seul pays à faire ça. Hein. C'est une forme de transparence. C'est une forme de transparence. On a voulu aller vers l'universalité en gardant des dépenses, des recettes, sécurité sociale. Contrôlé par la Cour des comptes, parce que donc il y a quand même des rapports de la Cour des comptes. En même temps qu'on a créé ça, on a créé des rapports de la Cour des comptes qui regardent, qui critiquent éventuellement, etc. La Cour des comptes, elle fait pas que ça, elle fait ce qu'on appelle la certification des comptes. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de regards extérieurs. Alors, et enfin, dans les règles du jeu, j'en viens. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Alors, il peut y avoir des critiques, hein, mais il y a une chose, par exemple, l'État ne subventionne pas le régime général, ou quasiment pas. Je dis pas du tout. Et ça, je tiens à le dire parce que la sécurité sociale ne vit pas au crochet de l'État. Je trouve que c'est pas vrai. Elle a des déficits. C'est justement que justement l'État ne vient pas combler les déficits du régime général. Il le fait pour des régimes spéciaux, mais pas du tout pour le régime général de sécurité sociale. Ce qui en revanche a été demandé à l'État, c'est pas des subventions, c'est de compenser les pertes de recettes pour la sécurité sociale de politiques d'allègement de charges.
Et ça, c'est une chose qui a été décidée. J'étais conseiller de Madame Veil, je lui ai proposé en 1994 de dire demain, si un autre ministère souhaite pour sa stratégie dans les départements d'outre-mer, pour les zones franches rurales, pour un autre sujet d'alléger charges sociales, pourquoi pas? Mais c'est pas la sécurité sociale de payer ça. Et donc, vous devez compenser, l'État doit compenser cette perte de ressources pour la sécurité sociale. Et c'est le système qui vit depuis 1994. Tous les gouvernements ont à peu près respecté ça. Et donc quand on fait, par exemple, des allègements de charges sur les bas salaires... Il y a des ressources qui ont été transférées, il y a 20 milliards d'euros qui ont été transférés à la sécurité sociale. Et moi, je trouve ça sain. Voilà. Enfin, je défends cette thèse qu'il n'y a pas de subvention. C'est pas la Sécu de payer c'est pas la Sécu de payer des stratégies qui ne sont pas des stratégies de sécurité sociale. On peut pas être d'accord, mais moi je défends cette idée effectivement que c'était ça. Et voilà. Et ce que la Cour des comptes regarde chaque année, elle regarde effectivement. Alors en revanche, ce qui peut être vrai quand vase communicant là où j'admets, c'est que le Parlement peut décider à un moment donné de transférer des charges, etc. Et notamment, il y a des sujets effectivement récurrents entre la famille et la retraite, etc. Alors, on peut ne pas être d'accord ou pas, mais au moins, ça se fait dans la transparence. C'est-à-dire que c'est décidé, on ne peut pas faire ça, voilà, c'est visible, on peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord, mais c'est visible dans les comptes. C'est pour ça que, moi, je dis, les comptes sont sincères. Dernière question, là aussi une question pertinente posée par Jacques Bichot, la question des engagements pour le futur. Il citait l'exemple du militaire au Mali. C'est vrai que, pour l'instant, dans le système de retraite publique, on comptabilise évidemment les charges du moment, c'est-à-dire les pensions qu'on paye, évidemment, c'est payé. En revanche, on ne comptabilise pas les engagements pour le futur. Alors qu'effectivement, il y a un double quand un jeune, je dis ça, à 20 ans, il commence pour la première fois à avoir un salaire et avoir des cotisations. Effectivement, il y a d'une part des cotisations qui sont transférées immédiatement pour payer la pension des actifs, mais on inscrit dans son compte effectivement des droits futurs. Et donc, ils ne sont pas inscrits comme engagement pour la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré, avec les comptables nationaux, qu'en face, il y a des prélèvements obligatoires. Donc, on n'est pas dans le même système que les retraites privées, par exemple, qui doivent effectivement provisionner leurs engagements, etc. En revanche, ce qui est tout à fait important, parce que ça pourrait être très critiqué, c'est de faire des projections pour voir si ces engagements futurs sont compatibles avec les ressources telles qu'on les prévoit. Et c'est pour ça qu'a été créé le Conseil d'orientation des retraites en l'an 2000, qui le fait chaque année quasiment des projections pour regarder, voilà, mes engagements, je regarde effectivement tous les engagements et tout ça, tout ce qui va se passer comme dépenses futures, je projette les recettes futures et je vois ce que ça donne, avec évidemment différents scénarios selon la croissance économique, parce qu'il n'y a pas un scénario unique. Et ça, c'est évidemment fondamental pour voir la soutenabilité du système. Mais voilà, je pense qu'il y aurait effectivement... Mais si on met des engagements, oui, il faut, me semble-t-il, mettre aussi... il y a aussi des engagements de ressources, parce qu'il y a des prélèvements obligatoires, c'est ça. Oui. Et donc, c'est ça, on est dans un système effectivement particulier. Mais en revanche, il faut bien effectivement prévoir l'avenir. D'accord. Donc on était sur l'architecture financière du système avec ses qualités et ses défauts. On a dit qu'effectivement, on était quand même maintenant un peu en limite d'exercice en termes de ponctionnement sur la richesse du pays et sur les cotisations des gens et des organisations. On est aussi face à des problèmes de santé nouveaux, on l'a dit également, il y a également l'arrivée du numérique, donc tout ça, ça laisse à penser que le système va évoluer fortement. Alors, certains proposent une réforme un peu copernicienne du système pour l'adapter, notamment, on l'évoquait avec Jacques Bichot, la fusion des différents régimes de retraite. Alors, vous, Dominique Libaud, est-ce que vous êtes favorable finalement à ce qu'on renverse la table et puis qu'on imagine finalement, comme ça avait été fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un nouveau système de protection sociale?
Pour être franc, enfin, nouveau système, non, je ne suis pas favorable. Je pense que, enfin, d'abord, comme ça a été dit par moi-même, par Jacques Bichot, et je crois par beaucoup de monde, il faut regarder tout ce qui est tout ce qu'apporte le système actuel, et donc pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est la première chose. Mais aurait-on un système plus médiocre? Là, je crois fondamentalement que on ne gère pas le social dans aucun pays avec une ardoise magique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel je ne crois pas, c'est dans des systèmes installés qui concernent autant de gens avec des droits en cours et tout ça, c'est de dire ah ben finalement tout ça ça marche pas, j'efface tout et on recommence. Je n'ai vu aucun pays qui est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que ça touche, encore une fois, voilà, c'est un système qui est un tiers de la richesse nationale, qui concerne un tas de gens. Je ne crois pas à l'ardoise magique dans Alors, à quoi vous croyez? Que je ne crois pas, évidemment, à des réformes. Les réformes, ce qui... alors j'ai dit, premièrement, je pense à des systèmes qui doivent plus passer de la réparation à de la prévention, de l'accompagnement tout au long de la vie. Ce que veut dire pas seulement de la prestation monétaire, mais des services. Pour faire simple, enfin, sur la santé et l'assurance maladie, bien sûr, il y a le niveau de remboursement, mais un des sujets, évidemment, auxquels peuvent être confrontés une partie de nos concitoyens demain, c'est certes avoir une assurance maladie, mais si j'ai pas de service de santé près de chez moi, si j'ai pas de médecin, Ouais. si j'ai pas, si je suis une personne âgée en situation de dépendance, si j'ai pas des services, etc., je n'ai pas une vraie protection sociale. Pour moi, je n'ai pas une vraie protection sociale. Donc, si je suis une famille, mais que si j'ai pas de service de garde d'enfants adéquat par rapport à mes besoins, je n'ai pas de vraie protection sociale. Donc il faut revoir le... C'est pas revoir, c'est insister énormément sur cette notion de service de proximité, de services qui sont là pour vous accompagner. Ça, je pense que c'est pas peut-être spectaculaire et tout ça, mais c'est un sujet absolument fondamental pour la réalité du bien-être, tout simplement, de nos concitoyens et l'égalité de tous devant ce système. Donc ça, c'est, je pense, un sujet très important. Deuxième sujet, sur la soutenabilité. Moi, je serais presque aujourd'hui, enfin, j'ai une interrogation un peu plus forte, presque sur l'assurance maladie que sur la retraite. La retraite, je crois que, bon, on peut critiquer la façon dont on a fait les réformes, etc., mais on a fait des réformes. Les différents gouvernements qui vont produire encore des effets qui sont importants. L'assurance maladie aussi. Ce problème sur l'assurance maladie, c'est que les réformes, elles ont un impact momentané. Voilà. À un moment donné, alors on dit on va maîtriser les dépenses de santé, alors on va par exemple travailler sur le générique, hein, on va dire le médicament, on va vous inciter à consommer du médicament générique. C'est bien, mais une fois qu'on a atteint un bon taux de générique, il reste, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et d'autant qu'il y a de nouveaux médicaments très chers qui arrivent sur le marché. Oui, parce que maintenant, on a au traitement de maladies compliquées, Absolument. de maladies chroniques et extrêmement complexes, des cancers, des maladies chroniques type diabète et autres, avec des médicaments dont on découvre qui coûtent 50 000, 100 000, voire 200 000 euros ou dollars par an et par patient. Donc ça donne un petit peu le vertige. Comment on peut faire pour que ça reste soutenable? Ça, c'est un sujet très compliqué, à mon sens, mais là, mon avis n'est pas forcément partagé, y compris par les pouvoirs publics français, pour une raison que je comprends d'ailleurs. Mais moi, spontanément, je dirais justement, c'est un sujet qui pourrait être traité au niveau de l'Europe, parce qu'on voit bien, on retrouve sur ce sujet comme sur d'autres, les États face aux multinationales. Enfin, c'est un peu comme le sujet GAFA et tout ça. À un moment donné, est-ce qu'on laisse effectivement des multinationales, effectivement, faire aller démarcher chaque État, effectivement, pour dire c'est le prix que je donne, et puis ensuite ils vont voir l'autre État en disant mais tel État m'a accepté, etc. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc je pense qu'on serait sans doute plus fort si on négociait au niveau européen. Alors je connais entre nous pourquoi la réticence des pouvoirs publics français, c'est qu'on sait que l'Europe aujourd'hui n'est pas du tout bien armée pour faire cette négociation et trop sensible aux lobbies pharmaceutiques, et ils ont sans doute pas tort malheureusement. Donc voilà, bon. Mais c'est pas juste une question de lobby pharmaceutique, c'est aussi une question d'évolution des types de maladies. Oui, non, mais je veux dire, on individualise les traitements et donc ils sont plus chers.
l'Europe. Oui, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force voilà, qui s'établit. Entre nous, effectivement, il y a une certaine sensibilité. Et si vous avez vu, il y a beaucoup de sujets de conflit d'intérêts entre des gens qui étaient théoriquement dans le contrôle et tout ça, sanitaire, et qui sont passés en laboratoire. Enfin, l'Europe doit progresser sur ces sujets-là pour être totalement crédible et qu'on puisse se confier plus de compétences, à mon sens. Donc, pas vraiment beaucoup d'économies à faire encore sur le médicament. Il y a beaucoup d'économies, heureusement, mais c'est vrai que le discours des entreprises pharmaceutiques est de dire aujourd'hui on concentre beaucoup d'économies dans le système par rapport au reste. Ils ont un peu raison. Je dis un peu simplement parce qu'il y a encore beaucoup d'économies à faire, notamment sur les volumes. On continue à consommer beaucoup de médicaments en France par rapport à d'autres pays. Donc il y a la question des prix, il y a la question des volumes et tout ça. Il reste des gains énormes sur le médicament. La iatrogénie reste un sujet majeur chez les personnes âgées. Il y a un vrai sujet qui est sous-traité en France. Moi, je souhaiterais que ce soit un sujet majeur de les politiques de santé dans les années à venir, qui est la iatrogénie chez les personnes âgées. Énormément d'hospitalisations évitables sont liées à la iatrogénie. Les autres facteurs, c'est les chutes, la dénutrition. La iatrogénie, c'est le fait de consommer des médicaments qui ne sont pas compatibles entre eux. Je consomme trop de médicaments et ils finissent par me faire du mal. Et c'est ça. Et c'est un sujet... un des sujets les plus lourds dans les hospitalisations évitables de personnes âgées aujourd'hui en France. Okay. Et même vous sortez d'hôpital, vous avez l'ordonnance qui vient de l'hôpital, et vous conservez votre ordonnance auparavant et tout ça. Et en fait, c'est pas les mêmes noms, mais en fait, ça peut être pour la même chose et tout ça. Enfin, il y a vraiment énormément de sujets. Je suis de plus en plus alerté là-dessus par des gériatres, et je pense à juste raison. Donc, oui, il y a encore des progrès à faire sur le médicament, mais il y a beaucoup certain de progrès à faire sur l'organisation du système de santé lui-même. Voilà. L'organisation, voilà, on a une organisation qui est hyper cloisonnée, qui date, beaucoup disent de la réforme Debré, qui a créé l'hôpital public dans les années 60, l'hôpital public d'un côté, et puis vous avez une médecine de ville, qui est essentiellement une médecine libérale en France, avec certes des centres d'examen de santé, mais des centres de santé, mais surtout une médecine libérale, avec des généralistes et spécialistes qui, historiquement, sont isolés, chacun, etc. On est aujourd'hui face à des sujets de santé publique qui sont les maladies chroniques. C'est l'accompagnement au long cours de personnes qui ont des maladies qui, heureusement, ne sont pas mortelles, enfin, peuvent être gérées, mais qui demandent d'être accompagnées dans la durée. Et notre système de soins n'est pas mal calibré par rapport à ça. Il est mal calibré par rapport au vieillissement des populations, l'accompagnement à domicile. Il est mal calibré sur le fait de ne pas traiter une pathologie, mais traiter la personne dans sa globalité. Et c'est ça qui doit être au cœur de l'évolution du système de santé. Ça, c'est une évolution très profonde qui fait qu'il faut aller vers beaucoup plus de maisons pluridisciplinaires de santé, c'est-à-dire des exercices collectifs sur les soins primaires, revoir l'organisation des soins primaires, revoir les liens entre l'hôpital et les soins primaires, revoir que tout ceci soit géré comme une vraie médecine de parcours, ce qu'on appelle la médecine de parcours, et non pas, effectivement, traiter un événement isolé dans la vie d'une personne. Ça va être ça, le vrai changement à accompagner, et qui peut générer des économies. Pourquoi ? Parce qu'on peut éviter beaucoup d'hospitalisations dans ce cas de figure. Aujourd'hui, les ruptures, le fait de maltraiter ou de mal anticiper ces situations crée des hospitalisations qui sont évitables, hospitalisations reste 50% à peu près de nos dépenses de santé, et là on peut évoluer. Alors les pouvoirs publics ont commencé avec ce qu'ils appellent le virage ambulatoire, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi les évolutions des techniques médicales qui font qu'il y a beaucoup de choses qui demandaient d'être hospitalisées, de rester hébergés à la nuit, tout ça, etc., et on peut être traité plus rapidement en ambulatoire, à revenir chez soi. Bon, ça c'est des facteurs d'économie assez considérables. D'accord. Alors on voit bien effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la réforme du système de santé. Jacques Bichot, vous venez de sortir donc La retraite en liberté. Alors dites-nous, vous, comment vous voyez, enfin, comment on peut réformer le système de retraite. Enfin, si vous avez des idées aussi sur la maladie, ce sera bienvenu, mais la retraite, on parle beaucoup. Alors, il y a un candidat qui propose l'unification des différents régimes, les douzaines dont vous parliez. À votre avis, quelle serait la réforme la plus importante qu'il faudrait entreprendre ? Oui, en matière de retraite, il faut effectivement unifier les différents régimes. Pourquoi ? Parce que la retraite par répartition, on utilise ce mot répartition de manière un peu magique, mais en réalité, le fonctionnement économique de la retraite en question, c'est
un échange entre générations successives. Il y a une génération qui a des enfants, qui investit dans le capital humain. On parlait tout à l'heure de capital humain. L'investissement dans le capital humain, c'est ça, c'est les enfants qui sont éduqués, qui sont formés, qui sont d'ailleurs aussi soignés, nourris, etc. Et puis, un jour, ils sont capables d'entrer dans le système productif, et à ce moment-là, l'investissement en question va produire une sorte de dividende sous la forme de cotisations, principalement de cotisations de retraite, mais aussi d'ailleurs pour une part de cotisations maladie, parce que ce n'est pas les retraités eux-mêmes qui payent en fait leur assurance maladie. Oui, c'est le moment où ils coûtent le plus cher, donc voilà. Voilà, le fonctionnement est très simple. Vous avez un investissement, un retour sur investissement. Malheureusement, notre législation n'a pas du tout entériné ce phénomène. On a un système juridique on a laissé se constituer des régimes catégoriels. Et naturellement, le régime des exploitants agricoles, eh bien, il reste un malheureux exploitant agricole pour entretenir 10 exploitants agricoles à la retraite. C'est pas possible. Bon. Et si vous prenez d'autres régimes, il y en a un qui est très drôle que je viens d'étudier. C'est celui des ouvriers de l'État. C'est un tout petit régime, mais il a encore un peu plus de 100 000 retraités, et puis il y a à peu près 30 000 cotisants. Bon, comment est-ce qu'on s'en tire? Alors on va dire qu'il y a compensation démographique entre les régimes qui sont plus ou moins favorisés du point de vue de ce rapport entre cotisants et retraités. Mais je reprends l'exemple de ces ouvriers de l'État. Eh bien, la compensation démographique sur à peu près 1,3 milliard d'euros qui manquent chaque année pour l'équilibre du régime, elle apporte 60 ou 70 milliards. Et le reste, c'est l'État qui le fournit. On voit là très nettement l'insuffisance du système de compensation démographique. Alors, les rapports s'amoncellent les uns à la suite des autres, la Cour des comptes en a fait, l'inspection des affaires sociales en a fait, etc. Tout le monde considère que la compensation démographique, c'est très difficile à faire fonctionner correctement. Donc, face à ce constat d'échec de la compensation démographique, il faut aller vers l'unification des régimes. C'est la mise en commun de toute la jeunesse, si je puis dire, d'un côté, et toute la vieillesse de l'autre, qui peut parvenir à résoudre le problème. Alors, ce n'est pas un problème nouveau. Si on regarde un peu ce qui s'est passé historiquement en 1948, quand on a voulu mettre en application ce qui avait été voté en 1945, c'est-à-dire un régime unique, le ministre qui était en charge du travail et des affaires sociales a expliqué ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que, notamment en matière de retraite, il est tout à fait impossible d'avoir des régimes catégoriels, que le seul niveau où on peut obtenir quelque chose d'à peu près satisfaisant, c'est le niveau national dans son ensemble. Eh bien, le ministre en question a été battu, si je puis dire, par les parlementaires qui, majoritairement, ont dit « mais non, on ne peut pas faire quelque chose au niveau national, car les gens sont très attachés à leur réalité professionnelle, et pour qu'ils entrent volontiers dans le système, il faut leur laisser des régimes professionnels. » Et voilà comment, contre la volonté du responsable principal de l'affaire, les parlementaires ont voté le maintien de la pluralité des régimes. Bon, je crois que ça, c'est vraiment une réforme qu'il faut faire maintenant. La compensation démographique est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire. Il faut passer à l'unification des régimes. C'est d'autant plus important que les Français, c'est quand même un peuple pour lequel le mot égalité a un certain sens, et que des régimes aussi différents que ceux que l'on a actuellement, ça ne satisfait pas pleinement les Français.
D'accord. Alors, on va se tourner un petit peu vers la salle, vers vous, vos questions, parce que évidemment, là, il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé qui sont chauds brûlants. Hein. Vous avez vu, ceux qui ont regardé le débat lundi soir, vous avez vu qu'on a un petit peu parlé de ces sujets-là, ces sujets de retraite. Il y a aussi des sujets sur les idées de couverture universelle, de revenus, voire de revenus universels. Tout ça, ça touche au sujet de protection sociale. Alors maintenant, c'est à vous qui a envie de se jeter à l'eau. Alors est-ce que, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent, ça serait formidable. Voilà, génial. On y arrive. Monsieur, devant, première question. C'est à vous. Oui, merci. Vous avez abordé tout à l'heure d'une manière relativement satisfaisante, dans votre remarque en tout cas, M. Escande, le problème des hôpitaux. Or, j'ai vu que M. Libaud ne l'a pas du tout abordé, ou très peu tout du moins. Il se trouve que c'est quand même un problème aigu en ce moment, et qui est lié probablement effectivement à pas mal de problèmes annexes, de fonctions dévolues à l'hôpital, qui pourraient être économisées par une meilleure organisation. Je parle des urgences en particulier, oui, qui sont absolument pas gérées à l'échelon de la communauté. Et puis il y a d'autres fonctions pour un certain type d'hôpitaux, les plus gros, qui sont les fonctions hospitalo-universitaires, qui là aussi occupent pas mal d'activités et probablement de temps passé, et qui là aussi sont probablement pas pris en charge par les collectivités censées les prendre en charge à la hauteur de ce qu'ils coûtent. Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet pour avoir une meilleure compensation des... vous voulez dire sur la gestion des hôpitaux ? Et surtout le côté hospitalo-universitaire des hôpitaux, c'est-à-dire le côté enseignement, le côté recherche, qui effectivement touche à des subventions, mais probablement pas à la hauteur de ce qui est passé dans les hôpitaux. Alors, voilà, Dominique Libaud et puis Jacques Bichot aussi... je sais, il y a des choses à dire là-dessus. Sur le sujet enseignement-recherche, je ne veux pas dire beaucoup de choses. Oui, il peut y avoir des débats, mais en même temps, c'est des débats ensuite de répartition entre collectivités publiques, de savoir ce qui relève de l'hôpital, des collectivités publiques. C'est pas du tout un débat inintéressant, notamment à partir du moment où les collectivités publiques, certains des élus locaux ont un poids sur l'hôpital, donc la question récurrente de dire est-ce qu'ils ne devraient pas être incités financièrement aussi à un peu plus de responsabilité quelquefois. Bon, mais bon, donc ce sujet, il existe, mais mais malgré tout, c'est au sein des finances publiques. Je suis pas sûr que ça apporte globalement beaucoup de résolution au sujet. Non, le sujet un des sujets des hôpitaux aujourd'hui, c'est les avantages et les limites de la T2A, du système de tarification, voilà, qui a été une grande réforme, qui a été instituée à l'initiative de Jean-François Maty au début des années 2000. Qui s'est substitué au système de la dotation globale qu'avait mis en place Pierre Bérégovoy. Et ce système, il a des avantages, je crois, qui étaient de payer la même chose, le même acte pour divers hôpitaux, quoi. Grosso modo, de dire alors qu'avant, ils recevaient une dotation un peu à l'ancienneté en fonction de ce qu'ils percevaient, et finalement, ils n'étaient pas incités à l'efficience. Le système T2A a incité des hôpitaux entre guillemets plus chers, qui réalisaient la même chose plus cher que d'autres hôpitaux, à se rapprocher des coûts. Donc ça, il a ce grand avantage. Un des inconvénients, c'est puisque vous êtes payé à l'acte, vous êtes incité à faire de l'activité. Incité à faire de l'activité. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais si le sujet est en partie de déplacer de l'activité de l'hôpital vers la ville, ça suppose deux choses. Ça suppose que les soins primaires soient capables de prendre en charge cette activité. Et le sujet des urgences, c'est un des sujets, notamment parce qu'il n'y a pas de structure organisée type maison de santé ouverte suffisamment, auxquelles les gens auraient confiance et qui permettent d'absorber des petites choses, enfin qui n'ont pas besoin forcément d'aller à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il
faut qu'on crée ça. Mais deuxièmement, effectivement, aujourd'hui, le système de tarification active n'incite pas énormément les hôpitaux à pratiquer ces stratégies ou à avoir des stratégies. On pousse un peu à la consommation, quoi. Ils sont incités financièrement, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà. Le système est tel. Et s'ils font Par exemple, moi je travaille sur les parcours de santé des personnes âgées. On essaye avec des hôpitaux volontaires de mettre en place des hotlines gériatriques vis-à-vis des médecins de ville. C'est-à-dire d'avoir des... Et c'est très efficace et c'est très bien, mais c'est pas très incité financièrement pour éviter que les gens soient hospitalisés et voilà, avoir des contacts et tout ça. C'est des ruptures culturelles, mais c'est aussi pas... Donc je crois qu'il y a vraiment à réfléchir sur l'incitation financière au-delà de la T2A pour faire que les hôpitaux évoluent, parce qu'actuellement, alors ils font de l'activité, et comme cette activité n'est pas compatible avec les tarifs, qu'est-ce qui se passe? On baisse les tarifs chaque année. Alors ils le vivent mal, donc voilà. Donc, il y a il y a quand même un malaise. Alors peut-être très vite, Jacques Bichot, vous voulez dire un mot sur la gestion des hôpitaux, parce que eh bien, peut-être sur un point qui dépasse un peu la gestion hospitalière simplement, c'est celui du numerus clausus en matière d'accès aux études médicales qui a plombé totalement le système de santé français. Il y a eu une erreur majeure pendant au moins une dizaine, douzaine, je ne sais pas combien d'années, un numerus clausus complètement délirant, dont l'inspiration devait être la volonté de faire des économies au niveau du système d'assurance maladie, comme si le fait d'avoir moins de médecins allait générer miraculeusement des économies considérables. Ouais. Bon, ça a été une erreur de gestion, mais absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est tragique, parce que maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons venir de pays où il y a un médecin pour 10 000 habitants, des médecins pour exercer en France, où il y en a un pour 800 habitants à peu près. On enlève les médecins de pays où ils sont dramatiquement insuffisants pour les faire venir en France à cause de cette stupidité du numerus clausus que l'on a fait pendant un certain nombre d'années. Alors, on a remonté la pente, mais lentement, et on n'est probablement pas encore à un niveau suffisant. Je voudrais dire aussi une chose, toujours sur la formation des médecins, c'est que aujourd'hui, à l'hôpital, il y a un scandale incroyable qui vient pour une part de cette insuffisance du nombre de médecins, qui est l'exploitation dont font l'objet les internes. Le régime des internes en milieu hospitalier est indigne. C'est vraiment un bizutage au pire sens du terme, 80 heures de travail par semaine, quelquefois 36 heures de travail à la file sans interruption. Voilà une entrée dans le monde médical qui est dramatique. Et alors, ce qu'on aurait pu faire pour suppléer un peu l'insuffisance de médecins, et même sans insuffisance de médecins pour alléger leurs charges, on ne l'a pas fait. Que ce soit la simplification de leur travail administratif ou la délégation à des infirmiers d'un certain nombre de soins, ce que certains pays savent faire mieux que nous. En France, malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Alors, une autre question, allez-y. Alors, j'avais une remarque. Effectivement, je suis d'accord avec vous au niveau de la santé, que nous avons un bon système. C'est vrai que si on se compare à d'autres pays, effectivement les États-Unis ou autres, maintenant, je trouve que vous avez un peu occulté le sujet du système qui se dégrade aujourd'hui pour les citoyens, avec tous les déremboursements, le coût des soins d'optique et dentaires pour les citoyens, même avec les mutuelles, et notamment pour les retraités avec des petites retraites. Enfin, donc, du coup, je pense que c'est un sujet qui aurait peut-être mérité d'en discuter un petit peu. Alors, on va peut-être prendre... Vous voulez vous poser une question aussi? Allez-y, puis comme ça, on prendra les deux en même temps. Allez. Bonjour. Oui, alors ça n'a rien à voir. En fait, moi, c'était pour savoir si on pouvait imaginer, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez juste à la fin de votre intervention, un régime par répartition unique. Un régime par répartition, en fait, unique. Unique. C'est-à-dire que là, on a plusieurs régimes de retraite, quand même fondés tous plus ou moins sur la répartition, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut en imaginer un, comme celui du régime général, qui marcherait pour tout le monde? Alors, l'histoire des déremboursements, qui veut intervenir? Des réponses très rapides sur les deux points. Oui, enfin, quand on est forcément très rapide, je suis désolé, enfin, il y a des sujets, mais vous avez, enfin, mais en même temps, les sujets sur l'optique et dentaire qui sont
évident. Hein. J'ai dit, mais trop rapidement, malgré notre système satisfaisant, on a comme des gens qui renoncent à des soins dans notre pays pour des raisons financières, donc ce qui n'est pas du tout optimal, évidemment. On voit que ça se concentre sur justement ce qui n'est pas bien pris en charge par le régime de base. Donc, d'une certaine manière, ça légitime effectivement l'organisation du régime de base. C'est ce qui est en dehors, qui, pose des problèmes de régulation des prix, parce que ils sont en concurrence, les assureurs ont mal à réguler. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire et qu'il faut essayer de faire, c'est ce qu'on appelle les réseaux, mais c'est compliqué tout ça, du conventionnement sélectif. Donc, ils font mal. Et donc, oui, c'est un problème. Et d'ailleurs, à la fois le gouvernement actuel, donc, essaye notamment sur le dentaire, l'arbitrage récent, parce que vous savez que la convention n'a pas pu être signée, donc il y a eu un arbitrage et tout ça, essaye honnêtement de faire des choses qui vont, je crois, dans le bon sens, et on le voit aussi dans le débat public avec la présidentielle, qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer les choses. Donc, bien sûr, c'est des progrès. Sur le régime partition, moi, ma réponse, mais Jacques Bichot, évidemment, pourra dire la sienne, n'est peut-être pas tout à fait la même, mais sur le papier, évidemment, c'est totalement possible, évidemment, un régime par répartition unique. Le seul sujet qui est très compliqué, c'est comment je passe d'un État à l'autre. Ensuite, définir une cible en réforme sociale, c'est très simple, de dire qu'est-ce qu'il faudrait, a priori, et tout ça. Le sujet un peu plus compliqué, c'est quand on passe à la pratique et qu'on se dit « Ah, notre système, il est comme ça, et comment je vais faire ?» et tout ça. Et je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ce sujet d'un régime universel de retraite, il y a, je vous assure, on n'a pas le temps, mais il y a beaucoup de questions, évidemment, très complexes, et notamment... Enfin, c'est quoi il faut définir ce qu'on veut, quoi. In fine, puisque les systèmes sont un peu différents sur les avantages familiaux, sont différents. Dans certains cas, c'est 2 ans par enfant. Dans un cas, 1 an. Pension de réversion, conditions de ressources, pas de conditions de ressources. Comment on aligne tout ça finalement? Comment on aligne. Et je peux vous dire ce qui va se passer quand on va commencer le débat. Évidemment, et c'est logique, je le dis, on va vouloir aligner par le haut, parce que c'est extrêmement compliqué de dire à des gens qu'ils renoncent à des choses qu'ils ont toujours connues. Et c'est ça. Donc, potentiellement, c'est possible. Pourquoi les pouvoirs publics, pour l'instant, n'ont pas fait? C'est que quand ils commencent à regarder les choses, ils se disent, les fonctionnaires, c'est 1 an pour les femmes, 2 ans au régime général. Bon, si je veux que ça coûte pas, il faut faire une moyenne. Et la moyenne, c'est pas possible. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Enfin, c'est une raison pour laquelle c'est très compliqué. En gros, Dominique Libaud pense que c'est pas faisable. Non, c'est pas ça. Non. C'est vraiment, ça va prendre au moins 15 ans. Et je dis, il faut identifier tous les sujets. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Jacques Bichot parlait des cotisations, des taux de cotisation. Environ 10,5% du côté des entreprises privées sur la retraite. Le taux de cotisation, effectivement, de l'État pour les militaires est de 120%. Ce qui est le taux de cotisation fictif et ça. Faisons un taux de cotisation moyen. Le risque énorme, c'est qu'on augmente le taux de cotisation des entreprises privées. C'est-à-dire que le taux de moyen, il ne va pas être de 10%, il va être entre le 120% et 70%, etc. Est-ce qu'on veut un transfert général à travers le régime universel de l'État vers des coûts des entreprises privées? Voilà, c'est des questions parmi d'autres. Je peux vous en poser beaucoup d'autres. Voilà. Il y a plein de questions compliquées. Le diable les réserves des régimes des professions libérales, est-ce que vous pensez qu'ils vont les donner très généreusement au régime universel de répartition? Est-ce que, effectivement, les 30 milliards qu'ils ont, vous pensez qu'ils vont être... ça va être un peu compliqué, je pense, ça va être un peu chaud. Mais enfin voilà, je dis pas que tout ça n'est pas intéressant. Ça va pas être facile. Je pense, si vous voulez quand même mon pronostic, c'est que si on allait vraiment ça, je vous dis le risque, énorme, mais pourquoi pas? C'est un socle universel et qu'on laisse des régimes complémentaires, etc. Mais ça ne sera pas ce que... Voilà, et d'ailleurs, même en Suède, ils ont des régimes complémentaires au-delà du régime, etc. Bon, alors, monsieur, vous intervenez, puis après, Jacques Bichot interviendra parce qu'il n'a pas pu s'exprimer là. Allez-y. Voilà. Oui, merci pour vos interventions. J'ai particulièrement apprécié... l'intervention de M. Libaud. Je représente la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, ah oui, on comprend. Forcément, voilà. Mais juste une question sur les évolutions souhaitables. Vous avez cité le numérique et plus particulièrement les évolutions souhaitables en termes de mode de financement de la sécurité sociale. Oui. Elle est effectivement assise sur les salaires, largement, donc via les cotisations et donc en complément la CSG et les fameux transferts. Donc, avec la numérisation, l'ubérisation, l'évolution du salariat, comment faut-il faire évoluer le financement? Comment
Comment faut-il faire évoluer le financement de la protection sociale compte tenu de l'évolution économique citée, c'est-à-dire la numérisation, et nous avons 2 minutes et demie pour répondre à cette question. Alors, peut-être, j'aimerais quand même que Jacques Bichot s'exprime, parce qu'il n'a pas parlé tout à l'heure. Peut-être sur la demande de Madame qui voulait savoir comment on pourrait passer au régime unique. Eh bien, par chance, nous avons un fichier informatique qui recense pour l'ensemble des personnes de 55 ans et plus tous les éléments nécessaires pour le calcul de leur droit à la retraite dans tous les régimes auxquels elles ont appartenu. Ce fichier permet de pratiquer des liquidations fictives anticipées pour toutes les personnes en question. Il faut évidemment le renseigner, ce qui sera un gros travail pour les personnes de moins de 55 ans, mais on peut avoir quelques années devant soi pour le faire. Disposant de tous les éléments, on peut donc savoir ce que la personne aurait, compte tenu de ses états de service à l'instant T, comme pension si on considérait que cette partie-là de sa carrière. On calcule cette pension, on la transforme en points, comme des points Agirc et Arco. C'est simple comme opération à faire. Vous avez une valeur de service du point qui est, je ne sais pas, disons de 10 €, et puis vous comptiez avoir une pension de 1 000 €, on vous donne 100 points. Bon, c'est pas très compliqué comme opération. Bien entendu, il y a quelques éléments accessoires qui poseront un peu plus de problèmes. On parlait tout à l'heure de problèmes de réversion, de choses comme ça, qui compliquent un peu le lait pur. Il y aura inévitablement quelques personnes qui y perdront quelques plumes par rapport à ce qui se passerait s'il n'y avait pas, et il y en a d'autres qui gagneront un petit peu, mais on ne fait jamais de réforme qui soit sans privilégier un peu les uns ou privilégier un peu les autres. Quand on a fait la réforme de 1982-83, le passage à la retraite à 60 ans, ça a été une réforme qui a été faite au bénéfice des hommes et au détriment massif des femmes. Bon, et personne n'a rouspété à l'époque. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas vu le piège qu'il y avait. Bon, mais les quelques, disons, les quelques différences en plus ou en moins qu'il y aurait dans ce système de liquidation fictive faite pour passer au régime par points universel seraient peanuts par rapport à l'inégalité massive qui a été réalisée par la réforme de 1982. Donc, voilà. C'est faisable. Bon, voilà. Alors, Dominique Libaud, vous avez 1 minute 30 pour nous dresser l'avenir du numérique dans la protection sociale. Oui, et en plus, juste rajouter une chose, alors, mais c'est vraiment de mon expérience de directeur de la sécurité sociale, il y a des réformes où il n'y a que des gagnants, évidemment, c'est hyper facile. Les réformes où il n'y a que rare. des perdants, mais c'est pas si compliqué que ça. Les réformes les plus difficiles, c'est où il y a des gagnants et des perdants. Ça, c'est hyper compliqué. Bon, et donc sur le financement de la Sécu, je pense qu'il faut observer les choses. C'est-à-dire que vous avez des analystes qui disent des choses très différentes sur le sujet. On est tous conscients que le numérique, c'est un sujet très important, qu'il y a des évolutions très fortes. Mais honnêtement, il y a quand même une disparité. Alors, vous avez des études différentes, par exemple, sur le volume de destruction d'emplois dû au numérique. Certains vont dire 40%, d'autres 14%. Ensuite, ces destructions d'emplois, est-ce qu'on est dans un système de destruction d'emplois créatrice, type Schumpeter, où on dit, bah oui, mais c'est le truc normal de l'économie, il y a d'autres emplois, ou on considère, non, on est dans quelque chose. Deuxième différence. Troisième différence, est-ce que ça change le travail salarié indépendant? Certains disent, le travail indépendant ça va être la loi demain. Et d'autres regardent les États-Unis, ils disent, mais regardez en réalité, et arrêtons de dire que le travail indépendant, il a à peine évolué aux États-Unis quand vous regardez les pourcentages. Il ne faut pas dire que demain, ça va être la loi des prophètes. Donc voilà, je note que il y a de l'incertitude, et beaucoup reconnaissent en fait qu'il y a aussi de l'incertitude. Donc je crois qu'il faut regarder ça de très près, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des alternatives extraordinaires en termes de sources de financement par rapport à ce qu'on a. On a déjà beaucoup fait évoluer le financement, on a pris sur le capital, les revenus de remplacement, etc. Voilà, il faut bien admettre que sur un sujet où encore une fois, le rapport par rapport au PIB est aussi important,
je ne crois pas qu'il y ait des sources de financement qui vont évoluer très différemment du PIB. Voilà. Et ça, c'est pas possible sur des volumes aussi importants que ça. Si vous deviez financer un truc qui représente 0,01%, vous êtes un assureur privé, oui, vous pourrez se retrouver une assiette sans aucun problème. Là, quand vous êtes sur 25% ou 33% du PIB, évidemment, ça évolue par rapport au PIB. Donc, vous pensez vous exonérer de la croissance, ça n'existe pas, très honnêtement. Bon, eh bien écoutez, on n'a pas répondu à toutes les questions, il y en a encore. Moi, je voulais parler du revenu universel, c'est raté, mais on refera ça très bientôt. Merci à vous.